Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce débat de l'égalité qui sera aujourd'hui consacré aux questions de genre. Le cycle de débat est destiné à renouveler la réflexion en matière d'inégalité en s'appuyant sur des ouvrages récemment parus en sciences sociales. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Périvier. Hélène Périvier est économiste à l'OFCE Sciences Po, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques, et elle est également directrice du programme Présage de Sciences Po, qui est le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci beaucoup de l'invitation, je suis ravie d'être là. Hélène Périvier a récemment publié un ouvrage aux presses de Sciences Po qui s'appelle « L'économie féministe ». Elle va donc nous expliquer comment les politiques publiques influencent les modèles familiaux et elle nous parlera plus particulièrement des politiques de redistribution et des politiques fiscales. On pourra ainsi comprendre comment l'économie peut permettre d'atteindre une meilleure égalité au sein du couple. Avant de lancer le débat et de céder la parole à Lucas Chancel, nous aurons donc une séance de questions-réponses qui démarrera à 19h, mais vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos questions dans la petite bulle Q&A qui s'inscrit en bas de l'écran. Et j'en profite pour vous annoncer les prochaines dates des débats de l'égalité. Nous allons recevoir le 21 janvier Esther Duflo, qui va nous présenter son livre « Économie utile pour des temps difficiles », le 21 janvier. Et le 9 février, nous allons recevoir Francesco Saraceno, qui va nous présenter « European Public Investment Outlook ». Et ce débat sera donc en anglais. Toutes les informations sont disponibles sur notre site wid.world, wid.world, et vous pouvez dès à présent vous inscrire. Les formulaires sont ouverts. Je cède la parole à Lucas Chancel. Merci beaucoup. Merci Lydia. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment juste deux mots pour lancer cette présentation. On est donc très heureux que Hélène Périvier soit là pour ce livre que moi j'ai lu avec vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a une phrase qui m'a particulièrement intéressé pour lancer cette discussion. Hélène Périvier nous dit « La rencontre entre économie et féminisme ne produit pas seulement une nouvelle branche de l'économie, elle interroge la capacité de la discipline à apporter des réponses pertinentes pour lutter contre les inégalités et la discrimination. » Et c'est vrai qu'on part de loin quand on s'intéresse à l'économie et à son rôle et sa place sur les questions de genre et d'égalité des genres. Il suffit de regarder, par exemple, le nombre de prix Nobel en économie, 86 depuis le début de la nomination, depuis la création de ces prix. Seulement 2 sont des femmes. C'est la discipline qui a le moins nommé de femmes depuis sa création. C'est donc l'une des plus machistes, si l'on veut, si on s'en tient à cette question des Nobel. Mais plus largement, il s'agit de comprendre pourquoi, quelles sont les conséquences de cette vision, de ces pratiques souvent sexistes, souvent genrées en économie, et comment dépasser de cet état de fait. Et donc cet ouvrage, l'économie féministe, m'a semblé vraiment intéressant pour des économistes, des non-économistes, parce qu'il va aussi puiser au fondement théorique et historique de la discipline, en mobilisant de nombreux textes féministes, en les croisant avec d'autres textes qui sont issus du marxisme, du socialisme, du libéralisme, du néolibéralisme, pour voir comment tout ça interagit. Et il s'agit donc de comprendre comment l'économie standard a fait l'impasse sur la question de genre, mais aussi comment il est possible de repenser l'économie à travers ces sujets et ces enjeux, tout en replaçant l'histoire du féminisme en lien avec l'économie dans l'histoire plus générale de la justice sociale et de l'égalité au sens large. Il s'agit aussi de s'intéresser, et c'est aussi très actuel, au parcours des économistes aujourd'hui et comment les carrières peuvent être particulièrement difficiles, compliquées, inégalitaires chez les femmes en économie, mais aussi, bien sûr, dans le reste de la société. Comment l'économie comprend, mesure, analyse ces tendances.
je reprends ici une phrase de la préface de Thomas Piketty. À l'échelle de l'histoire, on est tout juste en train de sortir du patriarcat. Il semble que la discipline économique est particulièrement en retard sur le reste de la société, mais tout cela peut être transformé. C'est bien l'un des messages principaux de cet ouvrage. Et la meilleure manière de sortir de cet état de fait, c'est pas de faire moins d'économie, c'est pas de faire l'économie de l'économie, c'est d'en faire plus et c'est de retourner précisément aux sources, à une économie qui est plus politique, qui assume d'être une économie politique, c'est-à-dire une discipline qui s'intéresse aux rapports de force, aux rapports de pouvoir entre ceux qui produisent, entre les hommes, les femmes, les entités qui interagissent au sein d'une société. Et une économie, en fait, c'est une économie féministe, c'est une économie qui va repenser l'ensemble du système fiscal pour construire, nous dit Hélène Périvier, un modèle porteur d'émancipation et d'égalité. Au final, ce qu'il nous faut, c'est plus de réflexivité. Il en faut constamment, à la fois dans nos pratiques en tant qu'économistes, à la fois dans nos pratiques en tant que citoyens. Et cet outil me semble indispensable pour mener ce travail au sein de la discipline et bien sûr au-delà. Donc, merci beaucoup Hélène Périvier pour cette présentation et le débat qui va suivre. Merci. Merci beaucoup, Lucas, pour cette introduction. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu la présentation que j'avais choisie pour exposer ce livre. Et peut-être commencer en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, en disant que l'objectif de ce livre, ça a été à la fois de réconcilier la pensée féministe avec l'économie, parce que très souvent l'économie est mal comprise et je trouve qu'il y a vraiment un problème de prise en compte de cette discipline et de compréhension de cette discipline, et en même temps essayer pour mes collègues économistes qui connaissent mal la pensée féministe, d'essayer de leur montrer qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette perspective-là dès lors qu'on veut penser l'égalité. Alors, je vais essayer de partager mon écran tout de suite avec vous, en espérant que cela fonctionne et en revenant. Donc, voilà. Alors, c'est toujours un peu curieux, hein, je dois vous avouer, de mener des conférences comme d'enseigner dans ce contexte tout à fait bizarre. Je ne vous vois pas, donc je ne pourrai pas voir si vous réagissez massivement à mes propos, donc je m'en excuse par avance. Donc, je vais dérouler un peu ce que j'ai essayé de partager dans le cadre de ce livre, et puis nous aurons largement le temps d'échanger pour que je puisse répondre à des questions plus précises que vous pouvez avoir. Donc, ce livre s'intitule « L'économie féministe » et le sous-titre est « Pourquoi la science économique a besoin du féminisme ». Ce sous-titre, il me permet de préciser ce que j'entendais par économie, puisqu'en français, il y a une confusion entre l'économie comme une science sociale, les Anglais diront economics, et l'économie, c'est-à-dire le système de l'organisation économique, economy, mais voilà, en français, on utilise le même mot, ou alors on utilise science économique. Donc, c'est pour ça que ce sous-titre visait à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Je vais bien parler de la science sociale et revenir aux sources sociales, à la fois pour la défendre et aussi pour montrer ses écueils et les problèmes qu'elle peut poser. Alors, le point de départ de ce livre, ça a été une interrogation autour de l'économie féministe. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans la discipline, cette branche de l'économie est très institutionnalisée. On appelle Feminist Economics, donc c'est vraiment une branche reconnue qui a sa place dans les classifications des différentes thématiques en économie, les classifications du Journal of Literature. Elle est classée parmi les approches hétérodoxes. Elle est dotée d'une association internationale, l'International Association of Feminist Economics. Elle est dotée d'une revue, Feminist Economics, qui est une revue classée. Donc, on voit bien qu'au sein de la vie, aujourd'hui, il y a une place tout à fait singulière qui est donnée à cette perspective. Et ce n'est pas le cas, il me semble, dans les autres sciences sociales. On ne parlera pas nécessairement de sociologie féministe, d'histoire féministe, de sciences politiques féministes. Bien sûr, il y a l'histoire du féminisme, il y a la sociologie du féminisme, mais les chercheurs et les chercheuses de ces autres sciences sociales n'ont pas forcément éprouvé le besoin de définir une branche particulière qui serait
totalement dans une perspective féministe. Et ça a vraiment été le point de départ de ma réflexion, de me dire à la fois pourquoi, qu'est-ce qui est spécifique à l'économie et qu'est-ce que ça veut dire l'économie féministe. Alors, ça peut sonner comme un oxymore, parce que si l'économie est une science sociale, donc une science, et que le féminisme est du militantisme, un activisme de terrain, une idéologie politique, alors on pourrait penser que le féminisme vient polluer la dimension scientifique de l'économie. Donc c'est vraiment de ça dont je suis partie. Et pour montrer pourquoi l'économie féministe n'est pas un oxymore, j'ai dû me replonger dans le corps de la pensée pour montrer que, certes, l'économie est une science sociale, mais qu'elle est nécessairement assortie d'une posture normative qui va différer selon les écoles de pensée, hein, qui peut être diverse. Et même si certaines écoles de pensée vont dominer, on peut penser à l'impérialisme néoclassique, ça ne doit pas éclipser la pluralité de l'économie dans les différentes écoles. Et puis, du côté du féminisme, c'est vrai que le féminisme part d'une revendication d'égalité des sexes, donc elle part d'une revendication de terrain, mais c'est bien une composante à part entière de l'égalitarisme, donc d'un principe de justice. Et à ce titre-là, la pensée féministe, je ne vais pas je ne vais pas essayer de vous en donner le démarrage, ce serait absurde. La pensée féministe, elle est historiquement extrêmement vaste, extrêmement ancienne, mais elle a dû se doter de concepts, de théories. Elle est traversée par de nombreuses controverses, de même que l'économie l'est également. Et donc, on peut parler plutôt des féminismes et pas du féminisme. De fait, on voit bien que l'articulation entre l'économie ou les différentes écoles de pensée en économie et les féminismes va produire plusieurs formes d'économie féministe. Donc, je parlerai de l'économie féministe au singulier, mais en fait, derrière, j'entends bien sûr l'idée qu'il y a une pluralité d'articulation entre la pensée féministe et l'économie. Alors quand même, quand on revient aux sources, même si je ne reviens pas complètement aux sources, je vais commencer par Adam Smith, mais il y a déjà des économistes avant Adam Smith, mais disons que l'économie moderne, on va dire qu'elle se construit à la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai que l'économie, c'est une science sociale qui est pensée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. La société du XIXe siècle, c'est une société patriarcale qui domine, j'ai beaucoup parlé de l'Europe et des États-Unis, qui domine le monde. Et à ce titre-là, l'économie va répondre à des questions qui sont celles d'une science qui s'intéresse à une société patriarcale. On peut aussi s'interroger sur la place de l'économie d'un point de vue et dans sa relation avec le pouvoir. On sait que l'économie et les économistes ont souvent été très proches du pouvoir parce que les questions qui sont soulevées par les économistes sont aussi des questions extrêmement brûlantes. Quelle est notre richesse? Quelle prospérité? Quel niveau d'emploi, de chômage, de pauvreté, d'inégalité? Donc, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Alors, avec ces petites photos qui ne sont pas exhaustives, on voit bien que très clairement, les premiers économistes modernes sont des hommes. Ici, vous voyez Adam Smith, Ricardo, Frédéric Bastiat, Karl Marx, Léon Walras, John Stuart Mill, Gary Becker, Friedrich Hayek. Voilà, on voit bien que cette diapositive, bien que c'est quand même largement dominé par les hommes. Pourquoi est-ce que c'est un problème? On pourrait se dire, après tout, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est un problème et c'est ça que va montrer l'économie féministe. D'abord parce que les chercheurs et les chercheuses sont traversés par des biais cognitifs, des biais de valeurs et une certaine éthique qui très souvent représente l'époque dans laquelle ils vivent. Et par exemple, la division sexuée du travail, elle va longtemps être prise comme un acquis naturel. Le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, mais c'est aussi le siècle de la révolution darwinienne. Et donc, les questions sociales qui vont émerger vont être celles de la démographie, la reproduction de la force de travail, la réalisation du travail face à cette révolution industrielle qui va vraiment chambouler l'ensemble des sociétés. Et évidemment, il y a aussi derrière une vision de la société bonne, et la place des hommes et des femmes, une vision extrêmement genrée, avec une certaine vision de l'éducation des enfants, de comment on doit bien éduquer les enfants. Et là, évidemment, on va voir que les économistes vont penser à un certain ordre sexué qui tient à une forme d'éthique. Et puis, l'autre problème, c'est qu'il y a des biais androcentriques. L'expérience sociale des hommes n'est pas celle des femmes.
Alors, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que, heureusement, les inégalités femmes-hommes se sont quand même beaucoup résorbées depuis le 19e siècle. Mais au 19e siècle, le statut économique et social des femmes est profondément différent de celui des hommes. Alors, les hommes, ils vont beaucoup s'intéresser à des questions qui les intéressent eux. Donc, par exemple, l'échange marchand, puisque les hommes sont beaucoup représentés dans la sphère publique. Et donc, il va y avoir une focale particulière sur cet échange marchand. Donc, peut-être l'aboutissement le plus emblématique, c'est l'équilibre général de Walras, qui va s'intéresser bien sûr à l'articulation des différents marchés. Mais le problème de Walras, c'est qu'il va laisser de côté toute la production non marchande, et en particulier la question du travail domestique et familial, qui va être complètement laissée de côté. Alors, est-ce que ça veut dire que les économistes n'ont jamais pensé à la question du travail domestique? Pas du tout. Par exemple, on voit aussi que chez Adam Smith ou chez Jean-Baptiste Say, ils ont bien compris que dans la reproduction de la force de travail, il y avait à un moment un problème de niveau de vie des familles, puisqu'il y a du temps à consacrer quand on a des enfants, il y a du temps à consacrer pour élever des petits humains qui deviendront ensuite des futurs travailleurs. La solution que trouve Smith ou Jean-Baptiste Say, c'est celle d'un salaire familial, c'est-à-dire qu'un homme qui a charge de famille doit être mieux payé qu'un homme célibataire. En tout cas, un homme célibataire peut offrir son travail à moindre coût. De la même façon, ils diront qu'une femme offre son travail à moindre coût puisqu'elle est en partie soutenue par son conjoint. Donc on voit bien ici les biais à la fois cognitifs et puis les biais androcentrés dans les fondements de la pensée des économistes. Et puis, il y a certaines approches, je reviendrai un peu dessus, en tout cas, dans le libéralisme du 19e siècle, il y a l'idée que les discriminations devraient disparaître, le progrès social va venir avec le laisser-faire, ça c'est très dominant dans la pensée du laisser-faire au 19e siècle. Évidemment, ça laisse de côté le fait que la structure sociale, et ici les normes de genre, créent des inégalités et des discriminations. Alors, pour vous donner un petit exemple que moi je trouvais assez emblématique des biais dont les économistes de cette époque-là peuvent être affectés, bon, si j'ai peut-être pas besoin de vous convaincre, mais en tout cas, je trouve que ça illustre mon propos. Ici, vous voyez la séance présidée par Léon Say, donc la séance de la Société d'économie politique, une des sociétés savantes qui fleurissaient au 19e siècle en Europe. Vous voyez ces 5 messieurs, donc Jules Simon, Léon Say, Paul Leroy-Beaulieu, Frédéric Passy, Émile Chesson, qui se réunissent et qui se posent la question qui est où, au point de vue économique, la femme est-elle la mieux placée au foyer de la famille ou dans l'atelier? Donc, vous voyez que c'est une question qui les intéresse. Ils voient bien qu'il y a un problème de coordination entre travail domestique, ce qui se passe dans la famille, reproduction de la force de travail et l'organisation de ce capitalisme émergent. Et donc là, ils discutent, je vous passe un peu les échanges parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Certains vont mettre en avant quand même que les femmes sont moins bien payées que les hommes, que ça pose un certain nombre de problèmes. Ils vont évidemment parler d'instruction. Mais quand même, à la fin, ils tombent tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de doute, sa place est au foyer. Oh là, par exemple, je cite Léon Say qui dit « Il est très rare qu'une femme fasse le même travail qu'un homme ou le fasse aussi bien ». Et puis, le travail des femmes et de la femme est celle du travail domestique sous ses diverses formes. Donc, on voit bien qu'ils sont quand même assez empreints d'une vision particulière de la société. Ils avancent un argument économique qui est que la valeur du travail domestique réalisé par les femmes dans la famille vaut plus que le salaire qu'ils peuvent avoir sur le marché. Donc, ils ont un vrai raisonnement économique derrière ça. Et en même temps, quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est qu'ils ont, ça tombe bien parce que la réponse économique qu'ils soulèvent, la question qu'ils soulèvent, qui est celle de l'organisation efficace du travail, et la question morale, parce que derrière, il y a bien une question morale qui importe pour eux, qui est celle de la place des femmes et de l'ordre sexué, et ben, ça tombe bien pour eux, c'est la même chose, c'est que les femmes doivent rester au foyer. Donc c'est très pratique, mais évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment scientifique? Évidemment qu'ils sont empreints de biais et d'une certaine vision de la société. Donc voilà un peu ce que ça peut poser comme problème, ces biais de valeur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de pensée féministe dans les écoles, les différentes écoles au 19e siècle? Pas du tout. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, et je trouve que ce serait un cours d'histoire de la pensée tout à fait instructif, au lieu de faire des cours d'histoire de la pensée comme moi je les ai eus avec la théorie de la valeur chez Marx, etc., plutôt d'avoir un cours d'histoire de la pensée qui montre la diversité de ces écoles. Eh bien, par exemple, on voit que la pensée féministe, elle traverse toutes les écoles de pensée. On va avoir une vision patriarcale de la société chez les premiers marginalistes et les néoclassiques.
par exemple Stanley Jevons, donc, qui est un marxiste anglais, qui pourtant est pour le droit de vote des femmes. Lui, il va vraiment mettre en avant le fait que des mères de jeunes enfants ne doivent pas travailler. Et bien que libéral, il sait que l'encadrement législatif de ce travail est nécessaire. Donc, on doit intervenir pour interdire le travail des femmes avec des jeunes enfants. Il met en avant le droit des enfants à être nourris au sein de leur mère. Il met en avant le fait que, y compris les crèches, ça n'est pas souhaitable parce qu'une femme doit s'occuper de son propre enfant. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant et donc pour la société. Donc on voit bien qu'il a une vision tout à fait patriarcale de la société, alors même qu'il a beaucoup d'écrits sur la liberté du travailleur, mais c'est bien la liberté de l'homme travailleur et pas celui de la femme. Alfred Marshall, lui, emboîtera pas dans la même veine. Il va mettre en avant le fait que le capitalisme moderne repose sur l'altruisme des femmes qui trouvent toute leur utilité dans l'éducation des enfants. Alors, il lui attribue énormément de valeur. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne donne pas de valeur à ce travail, mais évidemment, ils ont une vision extrêmement segmentée de la société et aucune pensée pour l'émancipation économique des femmes. Chez les institutionnalistes, donc plutôt là au début du XXe siècle, John Commons, qui est un critique du capitalisme, qui est très influent dans les politiques économiques aux États-Unis dans les années 30, lui, il a une vision aussi extrêmement patriarcale. Le travail des femmes, ça concurrence le travail des hommes, ça fait le jeu des capitalistes, ça tire les salaires vers le bas, la place des femmes est à la maison. Donc, on voit bien que chez des penseurs d'horizons tout à fait différents, on va trouver une vision patriarcale. Alors, s'agissant de la pensée féministe, là, c'est aussi très pluriel. Chez les socialistes, évidemment, on a Friedrich Engels avec son grand récit sur l'origine de la famille, dans lequel il va vraiment mettre en avant l'idée que les femmes sont soumises à une double oppression, celle du capitalisme, celle du patriarcat. Alors, juste en aparté, une femme l'avait dit avant lui, pour être très honnête, Flora Tristan, qui, bien avant lui, avait mis en avant cette double oppression. C'est aussi elle qui a parlé de l'international du prolétariat et qui a mis en avant l'idée d'une condition ouvrière internationale, qui a été reprise dans le manifeste du Parti communiste par Marx et Engels. Mais néanmoins, c'est vrai que Friedrich Engels, il porte une certaine vision de l'émancipation des femmes, en tout cas de leur oppression et de leur double oppression. Chez les libéraux, évidemment, John Stuart Mill, qui est le grand féministe du XIXe siècle, avec son écrit majeur de l'assujettissement des femmes, d'ailleurs coécrit avec sa compagne, Harriet Taylor. Je n'évoque pas ce point ici, mais il admettra ensuite que c'est vraiment une coécriture, et pas seulement de ce livre-là. Tout un ensemble de sa pensée était co-pensé avec Harriet Taylor. Ce qui est intéressant chez John Stuart Mill, c'est que c'est un vrai libéral qui va mettre en avant l'argument libéral pour défendre l'émancipation des femmes. Il dit en fait aux conservateurs, si vous pensez que les femmes sont inaptes, qu'elles sont moins douées que les hommes, qu'elles ont moins de compétences, il ne sert à rien de travailler leur liberté, laissons-les s'instruire, laissons-les travailler, et vous verrez bien ce qu'il adviendra. Et à la fin, lui fait le pari qu'il n'y aura pas d'inégalité femmes-hommes et que le libéralisme conduira à la fin des inégalités. Alors, évidemment, l'histoire lui donne un peu tort parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la structure sociale crée d'autres formes d'inégalités et que le libéralisme ne peut pas suffire à éliminer les inégalités femmes-hommes et les discriminations. Et puis peut-être l'autre écueil de la pensée de John Stuart Mill, c'est de ne pas avoir réussi à pousser l'égalité dans la famille. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à penser le fait que les hommes puissent s'impliquer dans l'éducation des enfants. Donc, il voit l'égalité dans la sphère publique, le fait que les femmes doivent avoir accès aux mêmes droits économiques, sociaux et politiques que les hommes, mais ils peinent à penser l'égalité dans la famille. C'est encore aujourd'hui, je pense, un des freins majeurs à l'égalité femmes-hommes. Et puis, chez les institutionnalistes, on a Veblen, qui est un penseur tout à fait singulier. Lui est profondément féministe et sa critique féministe va renforcer sa critique radicale du capitalisme, contrairement à Commons, puisque lui va mettre en avant l'idée que, contrairement au néoclassique, la consommation des individus n'est pas fondée sur le fait qu'on veut subvenir à des besoins, mais par le fait qu'on veut se situer dans la stratification sociale, on veut se positionner socialement. Et donc, par exemple, Veblen montre que avoir une femme inactive, au tournant du 19e siècle, à la fin du 19e siècle,
avoir sa femme au foyer, eh bien, c'est une organisation de bourgeois. C'est se positionner dans la stratification sociale comme étant un homme qui peut se permettre de ne pas faire travailler sa femme. Et que cette consommation, donc c'est une forme de consommation ostentatoire, donc c'est vrai que Veblen a beaucoup mis en avant cette idée de consommation ostentatoire. Il la met en avant dans sa théorie de la robe, qui est tout à fait intéressante, dans laquelle il montre que la robe, c'est l'essence même de ça, c'est-à-dire un objet futile qu'il faut changer tous les jours pour montrer qu'on est riche, pour montrer qu'on est bourgeois, qui montre aussi l'assujettissement des femmes physiquement, puisque comme le dit Veblen, là je vous montre la photo, hein, c'est l'idée qu'on va corseter le corps des femmes, on empêche leur émancipation. Donc ça, c'est très intéressant chez Veblen parce qu'on voit vraiment que son féminisme, il l'intègre complètement dans sa théorie économique. Alors, aujourd'hui, si on regarde maintenant un peu l'histoire en général, hein, ce hors-série de sciences humaines, j'aime beaucoup cette revue par ailleurs, hein, donc ce n'est pas du tout pour la critiquer, hein, mais ils ont fait un hors-série, les 100 penseurs de l'économie, je regarde, 4 femmes seulement. Donc, c'est vrai que les femmes sont moins nombreuses, notamment parce elles avaient moins accès à l'instruction, donc elles sont moins nombreuses dans la science, mais quand même, 4 femmes, ça me semblait un tout petit peu réducteur. Alors, dans les pays anglophones, il y a eu un travail extrêmement important qui a été fait pour mettre en avant la pensée des femmes dans la construction de la discipline. Et ça a été fait régulièrement. Il y a notamment un livre qui s'appelle « Les filles d'Adam Smith » qui montre un peu l'apport des femmes à la pensée économique. En France, ça a été beaucoup moins fait. Alors peut-être je suis passée à côté de travaux, hein, donc je m'en excuse si c'est le cas. Et pourtant, il y a des femmes économistes, mais qui ne sont pas considérées comme telles. Et là, il me semble qu'il y a une forme de discrimination historiographique, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas comme des économistes. La première, c'est Julie Daubié. Julie Daubié, elle est connue des historiennes, notamment des historiennes de l'éducation, parce que c'est la première femme qui passe le baccalauréat, qui l'obtient. À force de combat, elle a réussi à faire valoir son droit à pouvoir être instruite. Elle va écrire un ouvrage majeur qui s'appelle « Une femme pauvre au 19e » en plusieurs volets. Elle va publier dans le journal des économistes. Dans cet ouvrage, elle y montre un certain nombre de mécanismes et elle le fait de façon tout à fait pertinente. À la fois, elle montre que l'industrialisation ne profite pas aux femmes comme aux hommes, puisqu'elles n'ont pas accès à l'instruction, elles ne peuvent donc pas avoir accès aux machines. Et donc, elle explique bien que là, il y a un vrai problème dans cette industrialisation, dans ce processus. D'ailleurs, ça a été très récemment montré dans un papier fait par 2 historiens économiques, Jacob Weidorf et Jane Humphries, qui ont montré que l'industrialisation, effectivement, avait moins profité aux femmes qu'aux hommes. Donc, elle avait raison avant les autres. Elle montre aussi que les soubresauts du capitalisme du XIXe siècle, les crises qui traversent cette époque, affectent beaucoup plus durement l'emploi des femmes que les hommes. Donc, elle a tout un ensemble d'apports à la pensée économique, et pourtant, elle n'est pas reconnue comme telle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas conceptuel, ce n'est pas théorique, mais si vous lisez les travaux de Paul Leroy-Beaulieu, ils ne sont pas non plus conceptuels ni théoriques. Et pourtant, on va dire que Paul Leroy-Beaulieu est un économiste. Donc, voilà, je pense qu'elle a apporté, elle a échangé avec ses contemporains. Et d'ailleurs, elle était reconnue comme telle par eux, puisqu'elle elle publiait dans leur revue. Alors, elle ne faisait pas partie des sociétés savantes. D'ailleurs, à sa mort, dans la nécrologie, il sera dit « Il est dommage qu'on n'accepte pas les femmes dans la société politique parce qu'elle aurait pu en faire partie. » Malheureusement, pas de chance pour elle. Ce n'était pas possible à son époque. La deuxième femme dont je voudrais parler, c'est Clémence Royer. Alors, Clémence Royer, c'est aussi un personnage tout à fait singulier. C'est la première traductrice de Darwin, elle est connue pour ça. Et d'ailleurs, elle sera un peu critiquée parce qu'elle prendra disons, dans son introduction, elle prendra ses aises et elle se permettra une interprétation personnelle de la théorie de Darwin. C'est une autodidacte, elle s'instruit toute seule, puisque dans ce 19e siècle, l'instruction des femmes est quand même beaucoup plus limitée que celle des hommes. Elle va produire un ouvrage qui s'appelle « La théorie de l'impôt et de la dette sociale », un ouvrage dans lequel elle va mettre en avant, et peut-être une des premières à mettre en avant l'idée d'un impôt progressif et d'un impôt sur les personnes. Elle est très individualiste, elle montre un peu une forme d'imposition sur l'individu. Ça l'amène aussi à réfléchir à la question du travail domestique, à montrer que le travail qui est produit par les femmes dans la sphère domestique n'est pas taxé,
alors qu'il pourrait être une question extrêmement moderne. Je reviendrai quand je parlerai du quotient conjugal, mais c'est vrai qu'elle pose des questions qui sont tout à fait pertinentes et dans cet ouvrage, pour lequel d'ailleurs, elle recevra un prix, le prix du comté de Vaud, en ex aequo avec Proudhon, mais devant Léon Walras. Donc voilà, on pourrait peut-être lui redonner sa place parmi les économistes. À ce titre, je signale les travaux novateurs de Geneviève Fraisse sur Clémence Royer, donc, qui a plutôt pris l'accent philosophique de la pensée de Clémence Royer. Mais voilà, c'est pour mieux comprendre sa pensée, je vous invite à lire les ouvrages de Geneviève Fraisse. Alors maintenant, si je veux essayer de regarder un peu pourquoi la critique féministe est utile à l'économie, ça semble assez évident, mais bon, je vais le résumer rapidement. Débusquer les biais et les valeurs. C'est sûr que la pensée féministe, elle va mettre en avant les biais qui peuvent exister, les présupposés quant au rôle des femmes et des hommes. Toute la critique féministe va être aussi beaucoup axée sur la critique de l'homo economicus. Alors, c'est vrai que dans les premiers marginalistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homo economicus est clairement un homme, donc il a clairement un sexe. La femme n'est pas rationnelle, elle est altruiste, elle doit rester dans la famille. Mais le modèle néoclassique moderne, tel qu'il se développe au XXe siècle, lui, ne va pas considérer que l'homo economicus est un homme ou une femme, puisqu'il va complètement se fondre dans l'universel masculin, dans l'espèce de neutre masculin. Ce qui va conduire à une autre forme de biais qui est qu'on va avoir une pensée de la rationalité qui est supposée libre et libérée de toute forme de contrainte. Or, encore une fois, il y a des contraintes, notamment du point de vue des normes de genre et des pratiques, qui vont altérer la capacité des femmes d'exercer cette rationalité. Je vous donne juste un exemple, y compris aujourd'hui, quand vous vivez dans une société où toutes les femmes s'arrêtent de travailler lorsqu'elles ont un enfant, quelle est votre réelle liberté d'exercer votre rationalité, de travailler quand même quand vous avez un jeune enfant, alors qu'on va vous considérer comme une mauvaise mère? Ça, c'est typiquement la société allemande, par exemple, hein, alors même si ça a un peu changé, dans lequel il y a un stigma social très fort sur les mères de jeunes enfants qui travaillent. Alors, le rôle de la critique féministe, ça va être aussi d'affirmer la posture normative, puisqu'il n'est pas possible de ne pas en avoir. Il n'est pas possible de ne pas avoir une vision du monde, une société dans laquelle nous souhaitons vivre. À quoi ça sert d'être chercheur en sciences sociales si on n'a pas quand même à la fin l'envie d'améliorer le monde dans lequel nous vivons? Eh bien, autant l'afficher. Voilà la posture de l'économie féministe. Voilà mon principe normatif, c'est celui de l'égalité femmes-hommes. Quel est le vôtre? Vous ne pouvez pas ne pas en avoir. C'est une forme de transparence et c'est une forme d'ouverture à la conversation scientifique. Là, je cite Joan Robinson, qui a cette phrase qui dit que sans ces principes généraux, nous ne saurions pas ce que nous voulons savoir. Si nous voulons poser les bonnes questions, c'est bien parce que nous avons une certaine vision du monde tel que nous voudrions le voir évoluer. Et puis, il y a la question des thématiques quand même dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire que la critique féministe, ça va être aussi de replacer un certain nombre de questions qui intéressent la question féministe. Par exemple, le travail dit du care, pour prendre le mot anglais, est-il exercé dans de bonnes conditions? Produit-il de l'égalité? Est-il valorisé à la hauteur des enjeux qu'il soulève? Toutes ces questions-là, qui ont longtemps été laissées de côté, la critique féministe va les remettre en avant. Ça va aussi conduire à interroger les outils théoriques. Est-ce qu'ils permettent de répondre à cette question? Et donc, par exemple, la fameuse théorie d'allocation du temps de Gary Becker, hein, qui est très importante dans l'histoire de la pensée. Nancy Folbry, qui est une économiste américaine, va proposer un texte que je trouve un très beau texte qui s'appelle A Theory of Misallocation of Time. Donc, elle va montrer que le problème de la théorie de l'allocation du temps, c'est qu'il ne donne pas il n'y a pas de valeur au care qui est produit dans la famille, aux soins qui est apporté aux autres. Et donc, ça, on passe à côté de la question centrale qui finalement était celle que posaient les premiers économistes, le problème de coordination. Qu'est-ce qui se passe dans la famille et comment j'organise le travail? Et puis la question, je reviendrai un peu dessus, de la concurrence qui est supposée, en tout cas dans le modèle néoclassique poussé à son paroxysme, qui est supposée éliminer la discrimination. Et donc là, la critique féministe va être extrêmement utile. Alors maintenant, pourquoi le féminisme a besoin de l'économie? Alors là, je suis plutôt en train de défendre ma discipline, mais parce que d'abord, il y a une importance majeure à comprendre la formation des inégalités, les processus discriminatoires, et ceci dans leur complexité.
Et donc, il y a évidemment tous les outils théoriques que les économistes ont pu développer pour montrer et comprendre les mécanismes qui expliquent ces inégalités. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a la question centrale, la question empirique, la question de la mesure. Si vous voulez convaincre dans une société démocratique du bien fondé de votre combat, il faut bien que vous montriez ces discriminations. Est-ce qu'elles existent? Quelle est leur ampleur? Quelle est la dynamique? Comment peut-on lutter contre cette forme de discrimination et d'inégalité? Donc là, l'économie a énormément à apporter. Et le développement de l'économie empirique, de ce point de vue-là, est absolument central, parce que je pense que ça documente et ça alimente le débat démocratique autour de l'égalité. Et puis, voilà, il y a la question aussi voilà, de la complexité aujourd'hui des débats autour de l'égalité, donc j'y reviendrai en conclusion. Et puis, peut-être quelque chose sur lequel l'économie est encore un peu à la traîne, la question de la construction des catégories. Jusque-là, je n'ai pas parlé de la catégorie femmes-hommes, je les ai prises comme telles, mais bien sûr, ce ne sont pas des catégories homogènes. Les sciences sociales et d'autres disciplines l'ont bien montré. Et puis, il y a tout un ensemble de catégories, en particulier les personnes LGBTQ+, donc on sait qu'elles sont aussi soumises à des discriminations. Et ça pose un problème de mesure, un problème statistique, mais qui n'est pas insurmontable. Je pourrais citer les travaux de l'économiste Lee Badgett aux États-Unis, qui travaille sur les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Tout ça, c'est des défis que l'économie peut relever. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, la mesure de l'évaluation des politiques publiques. Ça aussi, c'est absolument central, essayer de voir qu'est-ce qui permet de lutter contre les discriminations, qu'est-ce qui fonctionne, et puis aussi porter des enjeux de redistribution et de production de richesse. Il ne s'agit pas de dire que la prospérité importe peu. La production de richesse, quelle qu'elle soit, elle est évidemment centrale, mais elle doit être articulée avec l'idée de redistribution. Et puis, bon, derrière, il y a d'autres questions qui se posent, comme la soutenabilité écologique. J'y reviendrai rapidement. Et puis, alors, une dernière question, et là, je vais peut-être un peu préciser ce que j'entends par là, parce que c'est là-dessus que mes travaux ont beaucoup porté. Revoir l'architecture de l'État social et comprendre comment on est passé de Monsieur Gagne-Pain à ce que j'appelle aujourd'hui Madame Gagne-Miette, et comment on peut aller vers un modèle d'émancipation et d'égalité. Alors là, si vous voulez bien, je vais faire un petit focus sur cette question-là. Et je vais peut-être revenir à ce que l'économie a apporté à la compréhension de la construction des inégalités. Le modèle de M. Gagne-Pain, je pense que vous voyez tous à quoi ça fait référence, c'est une certaine forme d'articulation entre le marché, l'État social et la famille, qui consiste à promouvoir la spécialisation des rôles dans les couples, avec monsieur qui travaille et madame qui reste à la maison. C'est tout à fait conforme à ce que je vous ai décrit de la vision d'une société bonne au XIXe siècle. C'est encore aujourd'hui, en tout cas, les relents du patriarcat du XIXe siècle qui sont dans ce modèle-là. Et c'est vrai que si on prend le modèle de redistribution qui a été mis en place dans beaucoup de pays riches, mais en particulier en Europe, à la sortie notamment de la Seconde Guerre mondiale, un peu avant, mais voilà, il y a eu l'idée d'une réduction forte des inégalités sociales par des politiques de redistribution, des politiques fiscales, des politiques sociales. Mais il faut quand même constater que dans beaucoup de pays, ça s'est fait aux dépens de l'émancipation économique des femmes. Donc cette idée de progrès social, de réduction des inégalités sociales, elle s'est faite, mais elle s'est faite en se concentrant sur la famille et donc aux dépens de l'émancipation individuelle des femmes. Si je prends l'exemple de la France, qui est celui que je connais le mieux, dans la France des années 30, 40, 50, on met en place des politiques publiques, par exemple l'allocation de salaire unique, qui compense le fait que lorsqu'une femme s'arrête de travailler, ça fait perdre un revenu au ménage, et donc l'État doit venir compenser cette perte de revenus. Là, vraiment, quand on repense à ce que disait Veblen, quand Veblen nous disait avoir sa femme au foyer, sa bourgeoise au foyer, entre guillemets, c'est un bien de luxe, en tout cas c'est une consommation ostentatoire. Là, ce que fait l'État social, c'est le démocratiser d'une certaine façon. C'est dire, il n'est pas juste que seuls les riches puissent se permettre cette organisation qui est considérée comme l'organisation souhaitable et normée. Et donc l'État social vient accompagner cette idée d'une société bonne autour de Madame au foyer, Monsieur travail. Ça passe donc par cette allocation, ça passe par des droits dérivés, notamment via les retraites, ça passe par le quotient conjugal, sur lequel je reviendrai, qui est encore aujourd'hui, je pense, en France, un des restes très importants que nous avons de cet État social patriarcal. Tout ça est assorti autour de l'institution du mariage. Tout ça est bien sûr dans le cadre du mariage. Ce qui, pour un débat plus actuel, vous montre un peu les tenants du débat sur le mariage pour tous. Une grosse partie du débat
nationale sur le mariage pour tous, c'était aussi de diffuser, pareil, de diffuser cet ensemble de droits au-delà du couple hétérosexuel, pour que des couples de même sexe aussi aient accès à une pension de réversion, pour qu'eux aussi aient accès à des droits de succession qui soient faits dans le cadre du mariage, et aussi au quotient conjugal, même si c'est le cas dans le cadre du PACS depuis 2008. Bon, donc dans cette France des années 50, on a un objectif nataliste très clair, il faut que les gens fassent plus d'enfants. On a une certaine vision de la société bonne et on a des objectifs de redistribution. C'est pourquoi je pense qu'il y avait derrière quand même cette idée de progrès social. Elle n'a pas été portée avec l'idée des droits des femmes et de l'émancipation économique des femmes. Là, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire que tout cet ensemble de politiques publiques, moi, ça m'amène à être un peu critique par rapport à un concept qui est très utilisé, notamment par la sociologie féministe matérialiste, qui est le concept de travail non rémunéré ou de travail non reconnu, qui est très souvent mis en avant. On va parler de unpaid work en anglais. Il me semble que ce concept pose problème parce qu'il évince cette redistribution massive. Est-ce qu'on peut dire que ce travail était non rémunéré, non reconnu, alors même qu'on a mis en place des politiques publiques de redistribution pour le rendre soutenable? Moi, je ne crois pas. Je crois que ça dépend de l'époque. C'est sûr que dans la France du 19e siècle, il ne l'était pas. Je ne dirais pas que c'est le cas dans la France des années 50-60. Je pense que ce n'est pas vrai partout. Je pense que dans les pays pauvres, effectivement, ce travail n'est pas rémunéré et pas reconnu. Par contre, dans les pays à haut revenu, et en l'occurrence dans des pays comme la France, ça me semble difficile de soutenir ça. Et par contre, ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il n'est pas partagé, ça oui, il n'est pas partagé et qu'il est reconnu au niveau de la famille, contrairement au travail marchand qui lui donne accès à un droit individuel, celui d'un salaire. Le travail domestique et la rétribution en termes de politique publique, ou en tout cas sa socialisation par des politiques publiques, elle se fait au niveau de la famille. Et juste pour comprendre du coup quels sont les enjeux, quand le couple se sépare par exemple, monsieur va avoir tendance à penser que tout d'un coup il paye beaucoup d'impôts, mais c'est juste parce qu'en fait avant il n'en payait pas, il n'en payait pas du fait que sa femme était inactive et que de ce fait le quotient conjugal socialisait une partie de cet écart de revenus avec sa conjointe. Et donc là, c'est vrai qu'on voit, et vous avez dû le voir avec le travail de Sybille Golac et Céline Bessières dans Le genre du capital, elle montre très bien qu'au moment des séparations, il y a un sentiment d'injustice des deux côtés, mais du côté des hommes, le sentiment que c'est eux qui ont apporté l'ensemble des ressources. Alors que, bon, quand même, d'abord, les femmes ont produit du travail domestique et qu'en particulier, il a été socialisé. Donc, je pense que cette question-là, elle mériterait d'être repensée. La question qui me semble centrale, c'est vraiment la place de l'individu dans la famille et comment l'État social peut à la fois porter l'émancipation individuelle et aussi tenir compte des solidarités privées. Alors, le modèle d'aujourd'hui, moi, je le qualifie de Madame Gagnette. Alors, ça ne veut pas du tout dire que je pense que toutes les femmes sont pauvres, hein, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on n'est pas du tout dans un modèle égalitaire, quoi. On est resté dans un modèle inégalitaire et on peine vraiment, dans les pays à haut revenu, on peine vraiment à avancer du point de vue de l'égalité professionnelle. Alors c'est vrai que le système social, il a été profondément réformé et le patriarcat est derrière nous, hein, le patriarcat comme une organisation politique qui donne le pouvoir économique, familial et politique aux pères, c'est derrière nous. Il y a eu des grandes lois dans les années 70 hein, qui sont venues par exemple mettre en place le partage de l'autorité parentale, la fin de l'allocation salaire unique. Vous avez tout un ensemble de dispositifs qui ont été supprimés, réformés dans une vision beaucoup plus progressive et aussi dans une mission d'émancipation économique des femmes. Donc on peut dire que le système a changé, mais pourtant les inégalités persistent. Voilà, inégal partage des tâches domestiques et familiales. Je ne vais pas vous dresser le tableau parce qu'il est quand même assez bien connu. Les inégalités professionnelles dans ces pays à haut revenu restent encore extrêmement importantes. La discrimination est bien documentée. Peut-être aussi un mot sur la question de l'union libre. Je vous ai dit tout à l'heure que les protections dans le modèle de M. Gagnepin, elles étaient organisées autour du mariage. Aujourd'hui, l'union libre se développe beaucoup en France. Il n'y a plus de protection, mais pourtant, il y a une persistance des inégalités du partage des tâches domestiques et familiales dans les couples en union libre, ce qui peut poser un problème à moyen terme du point de vue de l'égalité des femmes et des hommes. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas nécessairement un retrait des protections qui vont conduire à l'égalité. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Voilà, et donc voilà, il reste encore beaucoup à travailler. Nous avons encore beaucoup de travail, nous économistes en tout cas, et chercheurs en sciences sociales, pour essayer de comprendre un peu les enjeux. Il y a la question de l'effet causal des politiques publiques. Est-ce que c'est le modèle de M. Gagnepin qui produit cette spécialisation, ou est-ce que c'est la spécialisation qui appelle le modèle de M. Gagnepin? Là, il y a encore beaucoup à travailler là-dessus. Des travaux très récents, hein, notamment Cleven et Landais, viennent de montrer que pour l'Autriche, les politiques d'articulation vie familiale, vie professionnelle n'auraient pas eu d'effet sur la participation des femmes au marché du travail. Donc voilà, je mets beaucoup de pincettes sur ce que je dis là. Il y a encore beaucoup à travailler pour comprendre la recomposition de ces inégalités femmes-hommes, et l'économie a évidemment beaucoup à apporter. Alors maintenant, je voudrais peut-être, dans le dernier chapitre du livre, j'aborde quelque chose qui, moi, me semble important pour pouvoir penser l'égalité des femmes et des hommes dans le monde d'aujourd'hui. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je reviens un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre la domination de la pensée néolibérale, qui est bien connue dans les années 70, 80, 90. Alors, tout de suite, je vais tout de suite dire que le néolibéralisme est évidemment un concept polysémique, extrêmement complexe, avec de multiples ramifications. Et si ça vous intéresse, il y a un livre formidable de Serge Audier qui s'appelle « Les néolibéralismes », dans lequel il explique très bien tout ça. Donc moi, j'ai une vision évidemment beaucoup plus restreinte de cette idéologie, parce que ce qui m'intéressait dans mon livre, c'était de regarder l'apport doctrinaire des économistes à cette pensée. Donc je vais parler de ce que j'appelle le libéralisme américain. Ce n'est pas moi qui l'appelle, très modestement, en fait c'est Michel Foucault qui l'appelle le néolibéralisme américain. Qui est l'idée que la concurrence, c'est le mode de régulation de nos sociétés, de tous les espaces sociaux. Et donc, c'est vraiment faire de la concurrence une fin en soi. Michel Foucault dit « l'homo economicus est entrepreneur de lui-même ». Et je trouve, moi, pour l'avoir relu, je trouve que son analyse notamment de Gary Becker et de la théorie du capital humain est tout à fait pertinente. Hein. Donc, cette idée que c'est à l'individu lui-même de se prendre en main. Et donc de faire de cette concurrence un mode de régulation. Peut-être pour donner un petit peu de chair à tout ça, vous dire que par exemple, Gary Becker utilise cette idée de la concurrence à toutes les questions sociales qui se posaient à lui. Il a cette réflexion autour des avortements sélectifs sur la base du sexe, hein, le fait que dans certains pays, notamment les pays d'Asie, des couples décident l'avortement de la conjointe si le fœtus est un fœtus de fille. Donc, Gary Becker s'interroge, faut-il encadrer ce type de pratique que, par exemple, Amartya Sen a dénoncé de multiples fois, eh bien, Gary Becker nous dit, mais absolument pas besoin d'encadrer. Si cela conduit à un déséquilibre du sexe ratio, eh bien, à la fin, les femmes, comme elles sont moins nombreuses sur le marché du mariage, elles auront donc un avantage en matière de négociation. De fait, les parents vont se rendre compte que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une fille, et donc, en gros, la concurrence va permettre de rétablir tout ça. Bon, évidemment, on ne voit pas très bien comment une société dans laquelle les couples décident de renoncer à un enfant si c'est une fille vont être bienveillants vis-à-vis des femmes d'un point de vue général. Ça semble tout à fait artificiel, cette façon de voir la concurrence comme un mode de régulation. Donc, juste pour illustrer un peu rapidement ça, donc ce néolibéralisme, c'est celui qui va être émergé dans les années 70-80 et dont, par exemple, Milton Friedman sera un défenseur très, très visible. Ce néolibéralisme, il s'associe aussi à des conservatismes. C'est là où c'est très complexe. Notamment, bon, on sait très bien que la dictature d'Augusto Pinochet a été associée aux Chicago Boys, hein, donc des économistes formés à l'université de Chicago. Et d'ailleurs, Milton Friedman a donné des conseils en politique économique à Pinochet. Donc, on voit bien que ça s'accommode très bien de la dictature. Et puis, dans l'ère démocratique, hein, on peut penser aux ères Thatcher et Reagan, c'était des ères pas du tout progressistes du point de vue des droits des femmes notamment, hein, avec une vision très conservatrice, notamment de la famille. Là, peut-être pour illustrer un peu ce propos, je voudrais revenir sur l'Angleterre de Thatcher. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont vu la série The Crown, qui est une très chouette série sur Elisabeth II. Et il y a une scène que je trouve parfaitement emblématique de ce que Foucault dit lorsqu'il parle de l'homo economicus, entrepreneur de lui-même.
Elisabeth II discute avec Thatcher dans ce palace doré. Donc, on a cette rentière qui a hérité de tout et qui est aristocrate. Et puis, en face d'elle, on a Thatcher, classe moyenne, qui s'est battue quand même pour obtenir le statut qu'elle a, qui est très conservatrice, sexiste, raciste. Très clairement, on le voit bien. Mais néanmoins, elle a une conversation où Elisabeth II lui dit votre politique est extrêmement dommageable à la classe ouvrière en Angleterre, le chômage augmente, les personnes sont plus pauvres, le peuple anglais est mécontent. Du haut de son palais, donc Elisabeth II donne ses conseils à Thatcher, qui lui répond mais ma politique vise à offrir l'opportunité égale à tous. Ce à quoi Elisabeth II lui répond mais tout le monde n'a pas la même aptitude à saisir ces opportunités. Et là, Thatcher lui répond, dans la série, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est très illustrant. Thatcher lui répond, c'est là la différence entre vous et moi. Moi, je pense que tous ont cette capacité et vous, non. Je trouve que cette scène illustre parfaitement la complexité de l'articulation entre une pensée conservatrice et paternaliste, on pourrait dire maternaliste d'Elisabeth II, et celle de Thatcher avec cette illusion que le laisser-faire et le libre marché sera créateur d'opportunités pour tous. Alors aujourd'hui, c'est quoi les débats? Bien sûr, le néolibéralisme, il s'est beaucoup renouvelé. Et c'est pourquoi je parle notamment avec ma collègue Réjeanne Sénac du nouvel esprit du néolibéralisme. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il s'est renouvelé face à la critique qui lui était adressée. C'est vrai que dans les années 90, on a bien dit qu'il n'intégrait pas les inégalités sociales, qu'il était complètement obtus à la souffrance de certaines classes sociales, de certaines catégories, etc. Et donc, le néolibéralisme, il s'est renouvelé, un peu à l'image du travail qu'avaient fait Boltanski et Capello en montrant comment le capitalisme s'était adapté à la critique qui lui était adressée, une adaptation à la critique. Ben là, le néolibéralisme, pareil, s'est adapté en intégrant l'idée de la discrimination, de la lutte contre les discriminations et de l'égalité, mais comme un outil au service de la performance économique. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup de discours qui émergent et qui vont nous dire, par exemple, plus de femmes dans les lieux de pouvoir, c'est un meilleur fonctionnement des entreprises, c'est plus de croissance économique, c'est une meilleure utilisation du capital humain, c'est un processus gagnant-gagnant. Donc là, on revient à l'idée initiale du 19e siècle, le laisser-faire irait de pair avec le progrès social, une espèce de naïveté. Donc voilà, ça, on voit que c'est un discours qui est très montant. Ça flirte parfois avec l'essentialisme, pas toujours, mais parfois. Et là, on voit vraiment que voilà, il y a une intégration de la question des discriminations et des inégalités, mais qu'elle se fait au service du marché et non pas comme une fin en soi, comme un principe de justice, mais comme un principe qui va venir accentuer les bénéfices de la concurrence. Donc ça, c'est ce qu'on a d'un côté, mais de l'autre côté, on a quoi? On a quand même, il ne faut pas nier, un retour des conservatismes qui est quand même extrêmement effrayant, avec en partie des démocraties dites illibérales, y compris au sein de l'Union européenne, que moi je trouve tout à fait vraiment frappant aujourd'hui. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'égalité, ça n'est pas confortable. Contrairement à ce que nous dit ce nouvel esprit du néolibéralisme, il y a des perdants à l'égalité. Évidemment qu'il y a des perdants. Sinon, s'il n'y avait que des gagnants, on ne comprend pas très bien pourquoi on n'aurait pas déjà atteint l'égalité. Il y a des résistances fortes de ceux qui ont le pouvoir, d'une forme de domination, qui vont revouloir cet ordre sexué et genré. Et là, on voit très clairement de qui je veux parler. À l'est de l'Europe, par exemple en Hongrie, mais on voit aussi les retours en arrière massifs, notamment du point de vue des droits reproductifs des femmes. Je pense aux féministes polonaises aujourd'hui qui se battent dans la rue pour pouvoir avoir simplement accès au droit à l'avortement au sein même de l'Union européenne. Donc, voilà pourquoi trouver une ligne de crête. C'est vrai que le néolibéralisme plus progressiste fait plus envie qu'un conservatisme et qu'un retour en arrière, mais on aimerait bien trouver une voie qui permette de penser l'égalité dans une autre perspective. Alors pour finir, j'ai encore 5-10 minutes, il me semble. Pour finir, pour donner un petit peu de chair à mon propos, je finis le livre en essayant de penser ce que pourrait être une économie politique féministe en France. Alors, ça va être évidemment très partiel parce que moi, je vais regarder les domaines que je connais, mais évidemment, il y a tout un ensemble de champs dans lesquels il faudrait agir. Moi, ce qui me semble important, c'est que
il faut réussir à avoir une approche systémique, c'est-à-dire de l'ensemble des politiques publiques. Il faut aussi que ce soit possible et que ce soit soutenable pour les finances publiques. Il ne s'agit pas de proposer des choses sans qu'on soit en capacité de les mettre en œuvre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut certainement renoncer à certains droits qui sont plutôt conservateurs pour produire des droits qui sont plus progressistes et porteurs d'égalité. Alors, bon, encore une fois, je n'ai pas la solution à tout, mais il y a au moins une chose qui me semble qu'on pourrait faire de façon assez facile, et là je vous en ai déjà parlé, c'est la réforme de l'imposition des couples mariés pacsés. Ce fameux quotient conjugal, je ne vais pas vous décrire les mécanismes de ce système-là, mais c'est un système qui favorise beaucoup les couples dans lesquels les revenus sont très inégaux, donc qui socialise une partie des inégalités de salaire au sein des couples, puisqu'il a été pensé pour monsieur gagne-pain et madame au foyer. Donc il a été pensé pour justement prendre en compte le fait que madame, quand elle ne travaille pas, elle est une charge pour son conjoint. Et donc, je pense qu'il est temps de revenir dessus. Et en plus, il est totalement régressif du point de vue de l'imposition, puisqu'il porte atteinte à la progressivité de l'impôt, puisque les couples bénéficient de cet avantage, d'autant plus qu'ils sont aisés, avec un avantage qui n'est pas plafonné par un plafond, disons, politique, un plafond mécanique, mais il n'est pas politique. On a fait plusieurs simulations, nous, avec deux collègues, donc Muriel Pucci et Guillaume Allègre, pour voir ce qu'on pourrait réformer. On propose plusieurs scénarios de réforme. Ce qui est important, c'est que l'ordre de grandeur, derrière ce système, il y a une redistribution fiscale de l'ordre de 7 milliards d'euros si on individualisait l'impôt, et 3 milliards si juste on le réformait pour le rendre un tout petit peu moins important. Je répondrai aux questions si vous avez des questions plus précises, mais je ne vais pas développer. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Avec cet argent, on peut financer un service public de la petite enfance, on peut financer des congés parentaux partagés, on peut prendre en charge la dépendance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes, les belles filles et les filles qui prennent en charge les personnes âgées. Donc cette organisation sexuelle du travail, elle ne se réduit pas. On peut repenser ce secteur des services à la personne et ce secteur du soin en renégociant, en reprofessionnalisant ce secteur-là. On peut faire beaucoup de choses dans une perspective féministe. Donc voilà un petit exemple. Donc ça reste bien sûr très anecdotique. Il y a énormément de choses qui devraient être faites dans d'autres domaines. Mais voilà, c'est juste pour donner que c'est possible en fait et que l'économie apporte des clés pour penser cette économie politique féministe. Voilà, donc je vais terminer peut-être en disant ce qui me semble être les faiblesses et les forces de l'économie féministe. Peut-être du côté des faiblesses, il y a encore beaucoup à penser du côté des multiples formes d'oppression et de comment elles sont articulées. Ce qui est très complexe, c'est que parfois, les différentes formes d'oppression, il n'y a pas nécessairement une convergence d'intérêts. Et ça peut poser un problème. Il me semble qu'il ne faut pas céder à la tentation de la hiérarchisation des luttes, que ce soit la lutte des inégalités sociales, la lutte contre les inégalités sociales, raciales, ou sur la base du sexe ou d'autres catégories. Mais pourtant, la tentation est forte. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai défi aussi autour de la transition écologique dans une perspective féministe. Là, je ne sais pas exactement ce qui peut se produire, mais si la direction que nous prenons est celle d'une augmentation de la production de biens et de services au sein de la famille à des fins écologiques, je pense par exemple tout bêtement la question du recyclage ou la question des couches des bébés. On sait que ce n'est pas écologique, donc peut-être faut faire différemment. Simplement, ce surcroît de temps qui va devoir être fourni dans la famille, je me demande s'il va être équitablement partagé et également partagé entre les femmes et les hommes. Je me demande. Alors, évidemment, on pourrait penser, dans une perspective d'écoféministe, à revoir complètement l'architecture du capitalisme et évidemment à repenser toutes les différentes formes d'oppression et de distribution du pouvoir, mais dans une perspective plus réformiste, disons, en tout cas, je m'interroge sur cette question-là et certainement des travaux à venir vont documenter la façon dont ce surcroît de travail est réparti. Et puis, pour finir sur les forces quand même, moi, il me semble quand même que réaffirmer l'égalité comme un principe de justice en tant que tel et comme une fin et non pas comme un moyen au service d'autre chose, en l'occurrence le fonctionnement de la concurrence ou la performance économique, ça me semble fondamental. Remettre en avant l'idée des principes de justice que nous souhaitons porter et mettre l'économie
comme système de production et l'économie en tant que science sociale au service de ces principes de justice. Et puis, l'idée que la lutte contre les discriminations n'est pas négociable, c'est le socle de la cohésion sociale. Vivre dans une société où les discriminations persistent, dans des sociétés riches où les discriminations persistent, ça n'est pas acceptable. Et donc, tout doit être mis en œuvre pour lutter contre cela. Et j'espère que voilà, dans les débats qui vont s'ouvrir dans l'avenir, y compris dans cette période extrêmement complexe que nous vivons, eh bien, nous pourrons quand même être en mesure de penser ces grands défis. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Hélène Périvier pour cette présentation passionnante. Peut-être que Thomas a une question ou une impression à partager avec nous avant qu'on passe aux questions-réponses. Oui, juste très rapidement. Merci beaucoup Hélène, c'était vraiment enfin, le livre est très péchu aussi, mais je dois dire que la présentation orale, c'est bien aussi de l'avoir. Et juste en t'écoutant, il y avait juste une question qui m'est venue, c'est vrai que tu insistes beaucoup et je pense que tu as raison sur le fait qu'on n'est toujours pas sorti d'un certain nombre de politiques sociales et fiscales très patriarcales des 30 Glorieuses. Donc le quotient conjugal est toujours là. On n'est pas les seuls d'ailleurs sur le quotient conjugal, c'est aussi les États-Unis, l'Allemagne en fait ont une forme de quotient conjugal. Ils divisent par 2 le revenu, ils passent dans un barème. Enfin bon, ça ressemble beaucoup sur le couple. Il n'y a pas le quotient familial pour les enfants, mais sur le couple, il y a quelque chose qui ressemble au quotient conjugal. Donc on n'en est toujours pas sorti. Mais en t'écoutant, il y avait un autre point aussi qui me frappait, c'est quand tu parlais de l'allocation de salaire unique, donc, qui s'est appliquée, donc, si je me souviens bien, sous différentes formes de 1938 à 1978. Mais en fait, d'une certaine façon, l'allocation parentale d'éducation qui est réapparue en 1994 et qui est toujours là dans la page, dans la prestation d'accueil du jeune enfant, c'est quand même un peu la continuation de l'allocation de salaire unique, parce que si je me souviens bien, l'allocation de salaire unique, bon, la différence, c'est que ça pouvait marcher à tous les âges des enfants, mais il y avait un supplément pour des jeunes enfants. Bon, l'allocation parentale d'éducation, dans le cas de l'APH, c'est limité à l'enfant qui atteint 3 ans. Bon, sauf que si on a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, bah, ça nous amène, ça peut durer longtemps cette histoire, quoi. Ça peut durer 6 ans, 9 ans, 12 ans, et à la fin des fins, le retour sur le marché du travail, c'est compliqué. Et donc finalement, d'une certaine façon, on n'en est jamais sorti. Enfin, disons, je ne sais pas, je n'avais pas réalisé, avant de t'écouter, à quel point, finalement, allocation de salaire unique et puis allocation parentale d'éducation, il y a une forme de continuité de 1938 à 2020, quoi, finalement. Enfin, on n'en est toujours pas sorti, quoi, de ça. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait dire que le congé parental, enfin l'allocation de congé parental qui a été réintroduite, qui a été introduite au milieu des années 80, d'ailleurs dans une optique un peu conservatrice, qui visait d'abord les parents, et en l'occurrence les mères, de 3 enfants et plus. Et puis tu le connais bien parce que tu avais fait une évaluation de son extension aux 2 enfants, au deuxième enfant, l'extension en 94. C'est vrai que ça peut s'apparenter à l'allocation salaire unique. La différence quand même, et là c'est une spécificité de la France par exemple par rapport aux pays nordiques, c'est qu'il faut quand même avoir travaillé pour y avoir droit. Alors, néanmoins, la condition est très souple. Il faut juste avoir travaillé 2 ans dans les 4 ans. Mais il y a des pays, et en particulier, par exemple, en Autriche ou dans les pays nordiques, où il suffit d'avoir un enfant, quelle que soit l'activité du parent, parce que normalement, ça ne s'adresse pas aux femmes, on a le droit à cette allocation. Je trouve que du coup, le système français ressemble un peu moins que d'autres systèmes qui me semblent du coup très bizarres. Parce que c'est vrai qu'un congé parental, on aurait envie de voir un dispositif qui sont pour des parents qui travaillent, avoir la possibilité de se retirer momentanément, on préférerait une période plutôt courte, du marché du travail pour s'occuper de son jeune enfant. Mais voilà, c'est pas du tout le cas de ce congé parental, qui a été réformé d'ailleurs récemment, en 2014. Qui a été, en 2014-2015, qui a été raccourci, qui durait 3 ans et qui a été raccourci à maximum 2 ans par parent. Et là, voilà, on a fait une évaluation avec un de mes collègues, Grégory Villard-Dugout. On a des résultats assez intéressants. Le papier n'est pas encore sorti, mais on voit que les pères n'ont pas pris la dernière année qui leur était attribuée et qu'ils n'ont même pas pris à temps partiel une allocation qui ne leur aurait pas demandé de changer leur offre de travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un biais de genre, c'est-à-dire que les pères n'ont même pas l'idée que cette prestation peut être faite pour eux. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il y a un taux de non-recours, pour le dire autrement, très fort.
des pères qui sont à temps partiel et qui auraient pu demander cette dernière année à taux partiel et qui ne l'ont pas fait malgré tout. Et ça, je pense que c'est aussi parce que ces politiques sont très genrées, c'est-à-dire que les hommes ne pensent pas du tout qu'elles sont faites pour eux, quoi. Au-delà d'une vision, j'allais dire, patriarcale, c'est-à-dire ils pensent que le congé parental, c'est pour les femmes. Alors que voilà, c'est pas du tout normalement le cas. Merci. Eh bien, je vous propose qu'on passe aux questions qui sont assez nombreuses. Alors, nous avons d'abord une question de Lydie qui vous demande ce que vous pensez de l'impact du revenu universel sur les femmes. Et elle cite notamment Anne Hédou et Rachel Silveira qui disent que de l'allocation universelle au salaire maternel, il n'y a qu'un pas à ne pas franchir. Qu'en pensez-vous ? Oh, c'est une très bonne question. Alors, moi, je me souviens d'avoir lu une sociologue féministe qui disait l'allocation universelle, c'est le prix du silence pour les femmes. C'est-à-dire qu'on verse l'allocation universelle et puis elles continuent à faire le travail domestique. C'est vrai que, alors, il y a du positif dans l'allocation universelle, c'est la simplification d'un système social et fiscal qui aujourd'hui, je pense, est incompréhensible par la plupart des citoyens et des citoyennes. La complexité du système est telle aujourd'hui que je pense que ça porte atteinte à la cohésion sociale. On a tellement essayé de raboter en rajoutant une condition de ressources par-ci, une condition de ressources par-là, en limitant le plafond par-ci, par-là, qu'aujourd'hui, le système est très complexe, au point que les économistes recourent à des modèles de micro-simulation très compliqués pour savoir quel est l'impact d'un dispositif ou d'une augmentation de ci sur le revenu disponible des ménages. Donc, un des avantages de l'allocation universelle, c'est ça. Un autre avantage, c'est aussi la suppression de toute forme de stigmatisation de l'aide sociale. On sait que le non-recours au RSA est très important et ça, c'est un véritable problème. On a des dispositifs qui n'atteignent pas l'intégralité des gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, on sait aussi que le RSA, il est familialisé et que quand des prestations sont familialisées, elle pose un problème, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, elle pose un problème du point de vue de l'émancipation des femmes. Parce que c'est vrai qu'on a envie de prendre en compte la solidarité privée au sein des familles. On ne peut pas dire qu'une femme qui n'a pas de travail, qui vit avec un cadre supérieur est pauvre. On ne peut pas dire ça, c'est pas vrai. Elle vit avec un conjoint qui a un revenu. Mais en même temps, quand vous avez deux personnes qui vivent ensemble, il n'y a pas non plus un partage des ressources parfait entre les deux. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, si vous prenez l'allocation adulte handicapé, qui est sous condition de ressources de la famille, qui fait que, par exemple, une personne handicapée ou une femme handicapée, par exemple, va voir son allocation supprimée si son conjoint a un revenu qui dépasse le seuil, bah, je trouve ça un peu contestable parce que la raison pour laquelle on verse cette allocation, c'est qu'il y a une incapacité de travail de cette personne. Et ce n'est pas que son conjoint peut subvenir à ses besoins. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai envie de l'allocation universelle, de ce point de vue-là, elle est intéressante. Et en même temps, c'est vrai que ça pose la question du niveau. Donc, il y a une vraie question autour du niveau de cette allocation universelle. Et puis, il y a une question autour de, dans l'état des normes de genre aujourd'hui, je me pose la question, comme ma collègue Rachel Silveira, je me pose la question de quel sera l'impact sur la division sexuelle des rôles. Et il est très possible que ça renforce la division sexuelle du travail, en tout cas au sein des couples dans lesquels le niveau d'éducation est peut-être pas suffisamment porteur. Mais en même temps, ça pose aussi le fait que le marché du travail peut être un repoussoir. Et d'ailleurs, on voit une partie des raisons pour lesquelles des femmes prennent un congé parental, une partie, pas toutes, hein, mais certaines, c'est parce que les conditions dans lesquelles elles exercent leur travail sont très pénibles. Elles sont mal payées, mal considérées, avec des conditions de travail pénibles. Autant toucher une allocation pour s'occuper de son enfant pendant 3 ans. Donc, moi, il me semble quand même que la réponse, elle n'est pas tant derrière l'allocation universelle que derrière une renégociation des conditions de travail, des conditions de salaire. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un travail aujourd'hui ? En quoi ce travail me permet de m'émanciper ? Alors, en l'occurrence, ici, j'ai parlé beaucoup des femmes. Enfin, il n'y a pas que ça. Donc, il y a toute cette question-là qu'on doit poser. Donc, je pense que ces politiques sociales, elles doivent aussi être comprises à l'aune du fonctionnement du marché du travail. Merci. On a une autre question de Anya Nussbaum qui vous demande quel bilan faites-vous des initiatives de la majorité actuelle sur l'égalité économique femmes-hommes, et elle fait notamment référence à l'allongement du congé paternité, enfin, au 2e parent.
Ok, qui est venu très récemment, l'allongement du congé paternité. Alors, l'allongement du congé paternité, je vais commencer par ça. Je pense que c'est une très bonne mesure euh, qui n'est pas très coûteuse, qui n'est pas très transformative non plus, mais je pense que c'est très important. Alors, d'abord, du point de vue des droits des parents, et là, très justement, c'est aussi un droit du deuxième parent. Donc là, remettre en avant les couples de même sexe et les parents de même sexe, et donc l'idée de donner des droits aux deux parents, ça me semble un progrès social, très clairement. Maintenant, est-ce que ça va changer profondément la donne dans l'organisation du travail dans les couples? Mais ça, c'est pas sûr, même si ça peut être un début. Ça, c'est pas sûr pour plusieurs raisons. D'abord, parce que des travaux montrent que pour que les pères soient vraiment investis dans la durée, dans les tâches familiales, il ne faut pas que les congés soient synchronisés. C'est-à-dire que s'ils sont avec leur conjointe, ben, voilà, ils ne vont pas forcément prendre en charge toutes les tâches domestiques. Il y a un moment, il faut être seul face au problème, qui est le bébé, la maison, la famille et tout ce qu'il y a à faire dedans. Et c'est ça qui changerait beaucoup plus de façon beaucoup plus profonde la répartition des tâches domestiques et familiales. Mais ce n'est pas un petit problème, hein, parce que cette répartition très genrée du travail domestique, elle est très difficile à contrer. Je pense qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de simple. C'est pour ça que je vous disais dans ma présentation, c'est un impensé depuis longtemps. Et c'est, je pense, quelque chose sur lequel nous butons encore aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment inciter les pères à consacrer davantage de temps à l'organisation de la famille. Donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Donc le congé paternité, l'allonger, ça participe à ça, on ne va pas se mentir. En même temps, ça ne va pas profondément changer la donne. Je pense que voilà, ce que j'ai esquissé dans ma dernière diapositive est peut-être un peu plus transformative, et encore, hein, voilà, il faudrait voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire en matière de redistribution pour réorganiser le travail entre la famille et le travail. Donc ça, c'est un premier point. Mais disons que ça va dans la bonne direction. Alors ensuite, il y a peut-être des choses qui, moi, me semblent, n'ont pas été suffisamment prises en compte. Ce n'est pas nécessairement que du fait de ce gouvernement. Et ça fera écho à ce que j'ai dit sur la complexité du système. Il y a par exemple quelque chose qui n'est pas forcément très bien perçu, c'est le moment des séparations. Donc, ça aussi, c'est un enjeu majeur de l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et quand des couples se séparent, il y a une perte de niveau de vie des deux côtés, puisqu'il y a une perte d'économie d'échelle. Donc, il y a de toute façon une perte de niveau de vie. Ce qu'on sait, les travaux de l'INSEE l'ont montré, hein, que cette perte de niveau de vie, elle est beaucoup plus importante pour les femmes que pour les hommes, y compris quand on a pris en compte les transferts privés et les transferts publics. Donc les femmes ont beaucoup à perdre, et ça tient beaucoup au fait qu'elles se sont beaucoup plus consacrées à la famille pendant le temps du mariage. Ça, c'est un premier point. Alors ensuite, on s'est rendu compte qu'une partie des pensions alimentaires n'était pas payée par les pères débiteurs aux mères créditrices. C'est plutôt souvent dans ce sens-là. Il y a quelques cas dans l'autre sens, mais c'est quand même très souvent les mères qui ont la garde des enfants et qui ne perçoivent pas leur pension. Ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est suffisamment important pour mettre des mères isolées dans une situation économique difficile. Il y a eu un premier pas qui a été franchi sous le ministère de l'égalité femmes-hommes de Najat Vallaud-Belkacem, qui avait été d'abord de garantir une pension alimentaire minimale et aussi d'essayer de créer une forme de recouvrement et des pensions alimentaires. Donc les femmes percevaient la pension et la CAF se retourne vers le père pour lui faire payer la pension. Aujourd'hui, c'est devenu un peu central. Donc, il y a eu beaucoup de communication autour du recouvrement des pensions alimentaires. Donc, c'est bien légitime que les pères payent leur part de l'éducation des enfants. Le problème, c'est que, et ça a très bien été montré par ma collègue Muriel Pucci, quand on passe à la moulinette du système fiscal et social, le traitement des pensions alimentaires fait que le recouvrement de ces pensions peut conduire dans certains cas à une baisse du niveau de vie des mères isolées, parce qu'elles vont perdre en même temps en allocation logement, par exemple, parce que le traitement de ces pensions alimentaires va être intégré dans ce calcul-là. Donc, vous voyez que c'est très contre-intuitif, en fait. On pourrait se dire qu'il vaut mieux recouvrir les pensions alimentaires. En l'occurrence, ça peut conduire dans certains cas à baisser leur niveau de vie, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Alors, ça baisse les dépenses sociales, parce que du coup, l'État paye moins d'allocation logement, mais ça n'améliore pas du tout la situation économique des mères isolées.
Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que là, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant il y a 2 ans, cette idée qu'il faut recouvrir largement les pensions alimentaires. Je pense que si on fait ça, on passe à côté d'une vraie question qui est le traitement de ce type de revenus dans le système fiscal et social, et que du coup, on peut avoir un résultat qui n'est pas du tout celui avancé. Donc, peut-être qu'encore une fois, avoir une vision un peu plus large permettrait de prendre des mesures qui soient plus en cohérence avec les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Merci. On a une autre question d'Isabelle Germain qui aimerait avoir votre avis sur une réforme des indicateurs de richesse, notamment eu égard au travail domestique qui représenterait un tiers fantôme du PIB, et savoir si une réforme de ces indicateurs ne constituerait pas un pas de plus vers l'égalité, sujet notamment évoqué par la commission Stiglitz. Oui, tout à fait, notamment porté par Nancy Folbry, que j'ai au sein de cette commission, que j'ai citée tout à l'heure. Alors, je pense que ça soulève des vraies questions, cette question du travail domestique. D'abord pour dire que c'est vrai que la mesure de la valeur du travail domestique, alors en France, ça a été fait par 2 économistes, hein, Anne Fouquet et Anne Chadeau, dans les années 80, début des années 80, et ça a été un vrai déclencheur de la prise en considération que c'était un élément économique central, 30% du PIB. Alors dans leur évaluation, c'était entre 30 et 70% du PIB. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur l'épaisseur du trait, on est en train de parler de quelque chose qui est très important. Donc ça, cette mesure de la valeur du travail domestique, je pense qu'elle a été très importante pour montrer l'enjeu et qu'on n'est pas en train de parler d'histoire de bonne femme comme certains pouvaient le penser. On est en train vraiment de parler d'une production de biens et services qui n'est pas du tout négligeable. Ça, c'est un premier point. Alors, ensuite, il y a la question de comment on fait pour mesurer la valeur de ce travail domestique. Bon, les méthodes, elles sont un peu complexes et le résultat, il est très sensible à la méthode qu'on utilise. On peut très vite avoir des estimations très hautes. Donc, ça pose un certain nombre de questions méthodologiques. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on veut faire ensuite de cette valeur? Bon, il ne s'agit évidemment pas de rémunérer le travail domestique, parce que la rémunération du travail domestique, ça ne conduira pas à l'égalité femmes-hommes, du fait des normes de genre et de l'organisation de la société. Donc, qu'on ait des comptes satellites, ce qui est censé être le cas, des comptes de la comptabilité nationale, ce que font un peu les États-Unis et ce que l'INSEE essaye de faire à la suite de la commission Stiglitz pour essayer de mesurer la valeur de ce travail. Pourquoi pas, c'est intéressant. Mais il y a quand même toujours derrière cette valorisation du travail domestique quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, même au-delà de la question méthodologique. C'est aussi la question de de la valeur d'une partie de ce travail. Ce travail, il n'est pas marchand, et ça, du coup, il pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire le temps que vous passez à faire le ménage chez vous, quelle valeur sociale ça a? Évidemment que le temps consacré aux enfants, on voit bien la valeur sociale que ça a. C'est l'éducation des enfants, et donc ça, c'est assez clair. Il y a toute une partie du travail domestique où c'est plus compliqué. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, je dis juste si vous êtes quelqu'un, par exemple, de très maniaque et que vous passez 2 heures à épousseter vos étagères, quelle valeur sociale a ce travail? Est-ce que ça a vocation à rentrer dans les indicateurs de richesse? Donc, je caricature un peu, c'est juste pour dire que le débat est peut-être pas si simple. Donc, je pense que c'est important de mesurer la valeur de ce travail pour en montrer l'enjeu. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on l'intègre dans une mesure de la richesse? Ça, c'est encore quelque chose de très complexe. Merci. On a une question qui vous demande la différence que vous voyez entre économie de genre et économie féministe. Excellente question. Eh bien, vous voyez, ce livre, il me permet aussi de me poser des questions. Je suis sortie d'ailleurs avec beaucoup plus de questions après l'avoir écrite que de réponses. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier qui serait, d'un point de vue, j'allais dire, un peu théorique. J'aurais envie de dire l'économie du genre, c'est plus large, c'est peut-être un peu plus large. Ça intègre, même si le féminisme intègre la question des personnes LGBTQ+, et que la question des catégories que j'ai juste soulevée dans ma présentation, elle est évidemment présente dans la pensée féministe, hein, mais on pourrait se dire que l'économie du genre, c'est pas seulement interroger la catégorie femmes-hommes, c'est au-delà de ça, interroger peut-être la question des identités, qui est extrêmement complexe. Comment peut-on inclure les identités multiples? Il y a beaucoup de travaux hors de l'économie, y compris hors des sciences sociales, sur ces questions-là.
ce qui pose un certain nombre de problèmes au regard, par exemple, de la construction de catégories statistiques. Donc, à un moment, quand on veut montrer les inégalités et les discriminations, on a quand même besoin de catégories. Sinon, si on regarde les individus, on est tous inégaux les uns par rapport aux autres. Donc, on a quand même besoin de montrer des catégories sociales et montrer qu'il y a une forme d'injustice à des différences de statut économique et social dans différentes catégories. Donc voilà, c'est un peu comme ça, d'un point de vue théorique, je dirais l'économie du genre, ça pourrait être ça. Mais je crains que ce ne soit pas ça. Je crains, et c'est ce que je soulève dans le livre, mais peut-être que c'est un procès d'intention, mais je crains que certains collègues entendent par le genre quelque chose de moins subversif que la question féministe, alors que le genre en lui-même est un concept sociologique qui pose la question de l'oppression, qui pose la question de la domination, et qui est donc un concept qui est éminemment au service de la pensée féministe. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit entendu comme tel tout le temps. Et il me semble, mais encore une fois, je le soumets à la communauté scientifique, il me semble que parfois, il est plus facile de se dire « je suis économiste du genre, je fais de l'économie du genre », que de dire « je fais de l'économie féministe » ou « je suis une économie féministe ». D'où la première phrase de mon livre, qui est celle-ci, « je suis une économiste féministe ». Mais j'ai aussi un cours qui s'appelle « l'économie au défi du genre ». Donc, vous voyez, je suis pleine de contradictions aussi. Mais voilà, la réponse n'est pas simple, mais je pense que c'est un peu entre ces deux pôles que je situerai ma réponse. Merci. On a maintenant une question sur le traitement des inégalités de genre dans les pays en développement. Et donc, à savoir, est-ce que dans ces pays, la lutte contre les inégalités de revenus, et notamment territoriales, donc urbain vs rural, n'est pas en général prioritaire par rapport à la lutte contre les inégalités de genre? Et peut-être que la question, ce serait, est-ce qu'il y a des exemples où ces deux luttes arrivent à s'articuler, enfin, où ces deux besoins arrivent à s'articuler? Alors, je vais tout de suite dire, ça touche un peu aux limites de mes compétences. Je n'ai pas beaucoup travaillé, et même pas du tout travaillé, en tout cas en tant que chercheuse, sur les pays à bas revenus. Et d'ailleurs, j'en parle très peu dans le livre pour cette raison-là, parce que je pense que la situation du statut économique et social des femmes dans les pays à bas revenus est évidemment extrêmement différente de celle des pays riches. À commencer par exemple par ce travail domestique dont nous avons beaucoup parlé. Je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose quand on parle du travail domestique réalisé par les femmes dans les pays pauvres et quand on parle du travail domestique réalisé par les femmes dans les pays à haut revenu. Dans les pays à bas revenus, les femmes sont surreprésentées dans le travail informel. Le travail domestique qu'elles fournissent, c'est une partie des ressources qui permettent la survie des ménages, de leurs ménages, de leurs familles et des personnes qu'elles ont à leur charge. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout, à mon avis, sur les mêmes ordres de grandeur. Il me semble que, et puis il y a très peu ou quasiment pas d'état social, ou en tout cas pas suffisamment développé. C'est pourquoi je pense que cette question ne se pose pas du tout en ces termes, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le travail non rémunéré, pour le coup, je pense que pour la situation des femmes qui vivent dans les pays pauvres, elle se pose de façon aiguë. Alors, donc je ne suis pas bien sûre d'être en capacité de répondre à cette question de façon plus précise que ça, et j'en suis désolée. Merci. On a une question de Dominique Ribaud ça revient un peu sur une question précédente, qui demande comment en fait est-ce que l'économie féministe, mais aussi l'économie des personnes racisées, des minorités sexuelles, pourrait à terme être intégrée dans une analyse économique plus générale. Quelles seraient les étapes à votre avis? Alors, je pense quand même que j'ai essayé quand même de faire des liens entre. Enfin, je pense qu'au sein de l'économie féministe, la question plus large des identités de genre est intégrée. Il me semble que c'est le cas. Alors, ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez être un économiste travaillant sur ces questions sans vous revendiquer de l'économie féministe, même si vous participez ou si vos travaux participent à la construction des savoirs qui alimentent ce champ de recherche. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On peut parfaitement produire des travaux qui vont venir aider ou participer à ce champ sans se revendiquer comme tel. Alors, du coup, je pense, peut-être pour répondre à la question, si je l'ai bien comprise, je pense que la question complexe, c'est celle des catégories statistiques, puisque en économie, quand même, on a besoin de catégories pour réfléchir à ces questions de discrimination et d'inégalité, et qu'elles posent un certain nombre de problèmes
qui ne sont pas indépassables. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui cherchent à réfléchir à la question de catégories statistiques autour des identités multiples. Mais voilà, il y a quand même des questions complexes comme la double inclusion. Et c'est vrai pour la question raciale, c'est vrai pour les identités de genre. Hein. En France, par exemple, même si on autorisait les statistiques raciales, il y aurait quand même une grande complexité puisque nous n'avons pas l'habitude de nous classer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination raciale, hein, bien loin de là. Mais je veux dire, nous n'avons pas cette habitude de nous classer comme ça. Si vous demandez aux gens qui ont de multiples origines quelle est votre origine, je pense qu'il y aurait de multiples inclusions et ce serait compliqué de construire, peut-être ce serait compliqué de construire des catégories statistiques qui permettent vraiment de mesurer et d'objectiver le fait que l'on veut mettre en avant. Donc c'est vrai pour la question raciale, c'est vrai pour les identités de genre. Donc voilà, comment faire je pense qu'il faut essayer de poursuivre pour trouver des méthodes, des mesures, être innovant du point de vue quantitatif et puis aussi qualitatif, et puis aussi d'un point de vue théorique. Hein, ça, c'est peut-être plus facile d'avoir une approche qui essaie de combiner différentes formes de discrimination et d'inégalité. Même si quand même, encore une fois, il n'y a pas toujours compatibilité, donc ce n'est pas toujours facile. Voilà, hein. Si vous prenez la catégorie femmes-hommes, si vous considérez que des gens ne se reconnaissent ni dans la catégorie femme, ni dans la catégorie homme, ou dans les deux, ou dans aucune des deux, ou entre les deux, ce dont je parlais, donc des identités multiples de genre, oui, ça peut poser un problème à terme pour penser les inégalités femmes-hommes. Il n'est pas indépassable, mais c'est un véritable problème théorique et empirique auquel, je pense que c'est un des défis de l'économie féministe de demain. Merci. Je vais prendre une dernière question. C'est que pensez-vous de la réforme de la réduction du temps de travail et surtout de son impact au niveau de la redistribution du travail domestique? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est une chose. Ce qu'on sait, c'est une autre. Alors, je pense que la réduction collective du temps de travail, elle a d'abord eu quelque chose de très… elle apporte quelque chose de très important. D'abord, c'était, je le rappelle quand même le contexte, il s'agissait quand même d'abord de lutter contre le chômage, hein, donc de répartir plus également le travail marchand. Il me semble que c'est beaucoup plus égalitaire que la mise en avant du temps partiel. Alors là, pour le coup, la France a fait les deux. Le développement du temps partiel dans les années 90, hein, qui s'est fait sous l'impulsion de réduction de charges pour les travailleurs à temps partiel, ça a impliqué l'explosion du temps partiel des personnes non qualifiées, des jeunes et des femmes. Quand ces politiques ont pris fin avec la mise en place des 35 heures, le temps partiel des femmes est resté. Alors évidemment, les jeunes et les personnes non qualifiées sont aussi plus affectées par des formes de précarité d'emploi, mais le temps partiel des femmes, il a été vu ensuite comme un moyen d'articuler la vie familiale et la vie professionnelle, un moyen pour les femmes de desserrer la contrainte. Mais vous voyez bien que là, on est toujours sur c'est aux femmes de desserrer la contrainte. Et ça ne crée pas de l'égalité, ça. Donc, je pense que le temps partiel, c'est beaucoup plus dommageable à l'égalité professionnelle que la réduction collective du temps de travail. Maintenant, ce qu'on sait, il me semble, du passage aux 35 heures, c'est que ça n'a pas non plus changé massivement la répartition du travail domestique au sein des couples, que les hommes ont davantage accru leur temps de loisir, au sens commun du terme, hein, pas au sens becquérien du terme, le loisir, les plaisirs, hein, alors que les femmes ont utilisé ce temps davantage pour du travail familial et domestique. Il y a d'autres travaux en sciences sociales qui nous montrent ça, hein. Par exemple, des congés ou par exemple dans la sphère académique, lorsque certaines universités aux États-Unis ont décidé pour les parents, au moment où on devient parent, de suspendre la tenure clock, enfin de suspendre, disons, le moment avant d'être titularisé, pour tenir compte de ce temps que vous passez avec vos enfants. Alors, il y a un travail qui a montré que ça avait boosté les publications des hommes, hein. Donc, quand vous leur donnez plus de temps, ils publient plus. Alors, les femmes, quand vous leur donnez plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, elles s'occupent de leurs enfants. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je pense que des politiques qui sont complètement neutres, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de l'état des inégalités femmes-hommes, elles peuvent avoir des effets tout à fait contre-intuitifs et renforcer ces inégalités. Merci. On a une dernière question qui revient sur le congé paternité. Quel impact pensez-vous qu'il aurait sur le marché du travail ?
L'allongement, j'imagine, le doublement. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup d'impact sur le marché du travail parce que je pense qu'il faut quand même relativiser la mesure. Elle est importante, mais le congé paternité, c'est permettre aux pères de s'arrêter un peu moins d'un mois, donc au moment où ils ont un jeune enfant. Alors, c'est en partie financé par les entreprises, en partie financé par l'État. Là encore, moi, je pense qu'on aurait pu revenir sur des droits, parce que les entreprises se sont plaintes, c'est quand même un coût pour elles. Par exemple, les 3 jours donnés pour le mariage, peut-être qu'on aurait pu revenir sur ce droit. Je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment besoin pour pouvoir financer plutôt du temps pour les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés. Peut-être ça ne répond pas parfaitement à la question. Mais voilà, je ne suis pas sûre que ça aura un impact massif. Maintenant, ça peut avoir un impact. Alors ça, c'est l'étude espagnole qui le montre, mais je trouve ça très intéressant, même si c'est très surprenant. L'allongement du congé paternité en Espagne, qui a été fait bien avant la France. Donc la France était de toute façon déjà très en retard, et pas par rapport aux pays nordiques, y compris par rapport à l'Espagne. Il y a eu des travaux d'économistes qui ont montré que l'allongement du congé paternité en Espagne aurait conduit à un report de la naissance de l'enfant suivant. Autrement dit, les auteurs semblent interpréter ce résultat comme quand les hommes passent plus de temps avec un nouveau-né, peut-être qu'ils sont moins volontaires pour avoir rapidement le deuxième. Donc, mais ça, c'est peut-être transformatif. Ça veut peut-être dire qu'ils ont pris la mesure du temps et de l'importance de ce temps que l'on consacre, qu'un nouveau-né exige. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, on verra. Et je pense les économistes seront prêts à évaluer l'allongement de ce congé paternité avec des réformes aujourd'hui bien éprouvées, de régression sur discontinuité, de DIF and DIF, pour voir un peu si les pères qui seront affectés par cette réforme vont avoir un comportement différent de ceux qui ne l'ont pas été. À suivre donc. Merci beaucoup. Thomas, Lucas, est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin avant de clore le débat? Juste un mot rapide, tu faisais référence, Hélène, aux profs d'université et au système de ténure. Je veux rappeler quand même qu'une des mesures les plus anti-féministes qui a été adoptée par ce gouvernement est contenue dans la loi de programmation pour la recherche, avec l'institution de ces contrats, des super contrats à durée déterminée de ténure pendant 3 ans, 6 ans, et ça deviendra peut-être 9 ans, qui consiste donc après la thèse à mettre tout le monde sur le grill pendant 3 ans, 6 ans, 9 ans. Alors quand on commence ça, quand on finit la thèse à 25, 30 ans, parfois dans certaines 30 ans ou plus dans certaines disciplines, et qu'on part à se faire mettre sur le grill pendant 6 ou 9 ans de plus, c'est pénible pour tout le monde, et c'est clairement une façon pour les vieux profs d'esclavagiser les jeunes profs très longtemps. Mais alors pour les femmes, c'est évidemment particulièrement problématique, et compte tenu des caractéristiques du cycle de fertilité, etc. Et ça, c'est vraiment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette loi sur la recherche qui a été adoptée alors que tout le monde était coincé pendant le confinement et personne ne pouvait manifester, c'est quand même un des aspects, je trouve, les plus négatifs de cette loi. Donc voilà, je sais que tu es d'accord avec ça, mais comme tu as fait référence aux ténures, je voulais mentionner ce petit point. Oui, c'est vrai que de toute façon, les inégalités professionnelles dans la recherche, elles sont extrêmement importantes. Il y a plusieurs. D'ailleurs, l'Europe y est assez attentive. Elle essaie de financer des projets pour viser ce qu'elle appelle les changements structurels dans la recherche, pour essayer de porter un peu cette idée d'égalité, y compris dans la sphère académique. Eh bien, merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation très riche et très instructive. Nous sommes ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci infiniment de votre invitation. J'étais ravie de cet échange. Merci beaucoup. Super présentation. Vraiment super. Merci à vous. J'en profite pour rappeler, avant qu'on mette un fin au débat, les prochaines dates. Le prochain débat aura lieu le 21 janvier et nous recevrons Esther Duflo. Et le suivant aura lieu le 9 février et nous recevrons Francesco Saraceno. Toutes les infos sont disponibles sur notre site web, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci infiniment. Et à bientôt.